Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Jean-François Mouda, bonjour. Il est conservateur régional de l'archéologie, c'est la semaine de l'archéologie, les journées de l'archéologie, on va en parler dans un instant. Marilène Ferdis aura comme invité Laurent Xari, professeur documentaliste au lycée de Gervais-Ligache, on parlera de cinéma bien évidemment. Ensuite, Sabrina Mathieu, directrice de l'USHOM, l'Union sociale pour l'habitat outre-mer, sera accompagnée de Noémie Clotilde, directrice adjointe à Cap Excellence, et de Jacqueline Favorinus, conseillère communautaire, rapporteur de la commission écologique. Et puis, on va terminer avec, comme chaque vendredi, avec la chronique de Manixia Ortiteka. Elle revient de Côte d'Ivoire. Il va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Une voix, une histoire, des images. Sinon, l'actualité, bien l'after rock, les experts au féminin, partir de zéro avec Olivier Morandel, on va en parler. Rappel des mesures au début de période cyclonique, attention, nous sommes déjà en juin, les cyclones c'est tout à l'heure, puis perspective du plan de logement pour l'outre-mer, et puis on aura aussi un sujet de Maurice Cessé depuis Paris. Avec lui, on fera un petit peu le point de ce qui s'est passé ces temps derniers dans la capitale française. Voilà, merci encore d'être avec nous. Je vous l'ai dit, on va parler archéologie, puisque c'est un domaine intéressant pour l'histoire de nos territoires, de ce qui s'est passé avant, mais aussi les gens qui y travaillent régulièrement depuis des années, l'INRAP et la DAC, font le maximum pour essayer d'extirper du sol un peu de cette histoire. Bonjour, monsieur Bouda. Alors, comment ça va se passer ces jours-ci pour ces journées de l'archéologie? Eh bien, bonjour. Merci de m'inviter. C'est un programme plutôt complet qui est proposé pour ces journées européennes de l'archéologie. C'est la 14e édition. Oui. Et elle débute la semaine prochaine. C'est le vendredi 16 juin jusqu'au dimanche 18 juin. Oui. Et plusieurs animations, actions de valorisation qui sont proposées sur la Guadeloupe, également dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Oui. Voilà, côté direction des affaires culturelles, service régional d'archéologie dont je suis le responsable, on organise 2 événements. Toute première fois, l'ouverture du dépôt archéologique donc de l'État, où sont conservées toutes les collections archéologiques qui ont été découvertes sur le territoire depuis les années 60 et 20 ans. Donc c'est un événement, c'est une première fois, et c'est de pouvoir l'occasion de présenter aux groupes scolaires pour le vendredi 16 juin, mais également pour tous les publics le samedi 17 juin, ces collections qui viennent donc, je vous le disais, de ces territoires, et qui représentent des occupations précolombiennes, mais également les périodes historiques. Voilà. Et puis une deuxième phase qui est pour le dimanche 18 juin, des visites guidées qui sont organisées sur Trois-Rivières en partenariat avec la collectivité pour échanger sur les fours de potier et les fours à chaud qui sont conservés sur cette commune et qui sont inscrits au titre des monuments historiques. Alors, on va revenir sur le programme tout à l'heure, mais j'ai envie de vous poser la question, quel est l'état de la recherche en ce moment? Quoi de neuf? Je sais que les fouilles continuent régulièrement, les découvertes aussi. Oui. L'actualité, elle est plutôt assez riche. Pour faire un portrait assez rapide de l'activité, elle est liée à l'archéologie préventive, on peut en dire 2 mots, l'archéologie programmée également, et la recherche. Donc, l'archéologie préventive, c'est une vingtaine de diagnostics qui sont réalisés chaque année sur nos territoires, 4 à 5 fouilles archéologiques, et aussi des projets de recherche en cours sont en étude des projets collectifs de recherche sur les matériaux lithiques qui proviennent de nos territoires et qui permettent de voir un petit peu d'où viennent les gisements et s'il y a eu des échanges entre les différentes, dans les archipels, pour l'édification, la création d'outils lithiques par les précolombiens. Et puis aussi des projets de recherche sur l'art rupestre, la numérisation, des inventaires, et puis à terme, toute cette recherche-là, d'autres sacs de recherche qui se continueront cette année et l'année prochaine, qui permettront d'engranger des informations, et tout ça évidemment pour le but de le conserver, d'avoir un plan de gestion de ces vestiges, de ce patrimoine, mais aussi de le valoriser, de le diffuser auprès des publics, et peut-être aussi créer quelques ouvrages aussi qui permettront de diffuser ces connaissances qui nous proviennent tous les jours. Alors, je pose aussi la question sur, je ne sais pas si on appelle ça archéologie, mais les fonds sous-marins de la Guadeloupe, me disait-on, sont assez riches en vestiges, oui. à Lance à la barque par exemple. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un programme aussi là-dessus?
Alors, on est deux entités qui travaillent ensemble, qui sont donc les services régionaux d'archéologie pour la direction des affaires culturelles, mais aussi le DRASM et le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine, qui travaillent donc ensemble pour œuvrer à la conservation, à l'étude des vestiges archéologiques qui sont trouvés donc soit en partie exondés, soit en partie donc sous-marine subaquatique. Et effectivement, il y a des programmes de recherche normalement. Le DRASM devrait pouvoir venir fin de cette année pour lancer des prospections, des études à mener sur nos territoires, dans les eaux de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de vestiges qui sont référencés sur la carte archéologique nationale, qui sont donc en secteur exondé, aussi en subaquatique. Elles ne sont pas diffusées, mais en tout cas, elles peuvent être portées à la connaissance si on a besoin de faire des projets de recherche. Donc oui, même les fonds sous-marins, effectivement, sont extrêmement riches et denses. Alors, quand vous faites des recherches de ce type-là, aquatiques, que deviennent les objets, enfin, les trouvailles, j'ai envie de dire, les découvertes, parce que, bon, j'imagine que premièrement, c'est pas très, très aisé, puisqu'il faut plonger, il faut aller les rechercher. Mais est-ce que ces épaves, ces canons, enfin, ce qu'on trouve, un jour, on pourra les revoir? Alors, ils sont effectivement... il faut faire la part entre ce qui va être de la recherche ou ce qui va être aussi du prélèvement ou découverte fortuite. Oui. C'est deux choses différentes. Mais dans le cadre, on va dire, de la recherche, quelque chose qui est programmé, qui est autorisé, effectivement, ces vestiges sont à destination de la recherche, de la diffusion, de la valorisation. Et effectivement, elles sont accessibles dans ces cadres, par exemple, des journées européennes de l'archéologie, oui, ou des journées européennes du patrimoine en septembre, par exemple. Et donc sont proposés à la diffusion, à l'accès, à la valorisation et aussi à la recherche. Lorsqu'il y a des prélèvements qui se font dans le cadre des opérations autorisées, il y a des temps d'études qui sont plus ou moins longs, qui permettent d'approcher, d'appréhender la part de la recherche de ces vestiges, aussi leur conservation, leur consolidation parfois, lorsqu'on est dans du métal qui était découvert sous les eaux marines, par exemple. Et donc, ils sont conservés dans les dépôts de l'État. Ils ne sont pas cachés, ils sont bien conservés là. Ils ne seront pas diffusés parce qu'on n'a pas but de diffuser tout ce qui est conservé, mais néanmoins, c'est accessible pour la recherche et pour la valorisation. Alors, vous avez parlé d'archéologie préventive. Je sais que, bon, par exemple, quand on construit une maison ou un bâtiment, on trouve des sites. Alors, comment ça se passe légalement? Je veux dire que vous allez, par exemple, construire quelque chose à Baïf, par exemple, qui est un site, un lieu qui a eu quand même beaucoup de sites archéologiques. Oui. Il y a une prévention, il y a un accord avec les propriétaires des terrains. Comment ça se passe? Il y a tout un processus qui s'intègre dans le cadre du Code du patrimoine pour l'archéologie et aussi pour les monuments historiques, évidemment, qui permet on va dire, le but est de conserver ce patrimoine enfoui ou en élévation. S'il ne peut pas être conservé du fait des projets d'aménagement, on est dans notre période qui consomme un petit peu aussi les sous-sols, on a besoin de construire de l'habitat, du logement, c'est normal, ça fait partie de l'aménagement du territoire et de son développement économique. Et donc, il faut trouver un équilibre entre la conservation de ce patrimoine et l'étude, et aussi de pouvoir aménager le territoire. Donc, Baïf, par exemple, effectivement, c'est un lieu de découverte régulière pour l'époque précolombienne. On a quelques sépultures qui sont conservées. On a aussi des époques, de l'époque coloniale, on a quelques éléments de batterie, d'époque coloniale pour le renfort du littoral. Et le Code du patrimoine permet l'aménagement. C'est-à-dire que l'archéologie préventive, vous le disiez, elle permet en fait en amont de pouvoir aller vérifier la présence ou non de vestiges en sous-sol, s'ils ne sont pas visibles. Et dans le cas où ils devraient être présents, conservés, on peut en faire donc une étude par la fouille archéologique qui permettra de préempter l'immobilier et l'information avant qu'il ne soit détruit pour partie par le projet d'aménagement. Alors, vous, en général, je crois que vous faites une distinction entre les fouilles, par exemple, archéologiques précolombiennes, etc., et les fouilles coloniales. Oui. C'est la chronologie de nos territoires, d'occupation. Oui. Les fouilles coloniales, alors, est-ce que là aussi, il y a eu des découvertes récentes? Je sais encore, dans la même région du Plessis, etc., il y a eu là aussi des choses qui ont été, j'ai envie de dire, exhumées, des vieilles bâtisses, etc.,
comment ça se passe d'une manière générale? Je prends un exemple concret. Oui. Par exemple, on prend la tour du Père là-bas. Oui. Bon, elle est visible, Oui. mais plus loin, sur le monde à côté, il y a les anciennes batteries Oui. où se trouve l'école, mais tout a été rasé. Alors ça dépend, effectivement. On a ce qu'on appelle les zonages archéologiques et qui nous permettent d'identifier au fur et à mesure de l'enrichissement de celles-ci, des connaissances que l'on peut avoir du sous-sol, notamment de pouvoir cartographier la sensibilité archéologique du sous-sol. Bon, les batteries, c'est quelque chose qui est plus ou moins visible et puis ça disparaît malheureusement du fait d'un processus qui est pourtant bien cadré mais qui par moment peut avoir des petits cafouillages. C'est en lien, il faut créer le lien systématique pour la sauvegarde du patrimoine, créer le lien systématique avec les populations, les publics, les collectivités et les services de l'État. C'est un lien qui est nécessaire si l'on veut conserver ce patrimoine ou l'étudier, le valoriser. Et donc, il arrive par moment que le patrimoine archéologique disparaisse sous les coups des pelles mécaniques. Ça peut arriver malheureusement. Et on peut des fois sauver ce qui peut l'être par le fait de découvertes fortuites. Lorsqu'une pelle mécanique bouleverse quelques murs qui n'étaient pas visibles, on peut intervenir temporiser l'aménagement pour pouvoir aller récupérer ces informations avant disparition totale. Sinon, le cadre permet néanmoins de ce code du patrimoine, les différents articles, de ce code permet d'anticiper tout projet d'aménagement et demande anticipée de prescription, si on peut vérifier la sensibilité d'un terrain avant qu'il ne soit aménagé. Ça arrive de temps en temps. Souvent, alors, les aménageurs privés pour leur propre maison, c'est assez rare qu'ils soient informés, mais les grands aménageurs sont généralement au courant de ces possibilités de faire des demandes anticipées qui permettent d'aller plus vite dans le processus d'aménagement aussi et de la recherche archéologique. Alors j'ai envie de vous poser quand même la question, quels sont les sites les plus... J'ai envie de dire les plus riches du territoire. Est-ce que c'est dans le Nord Grande-Terre ou du côté de la Basse-Terre ou des îles aussi, des îles de Saint-Martin? En fait, comment dire, on a une richesse du sous-sol et en élévation qui est extrêmement dense, extrêmement riche. On a plusieurs milliers de sites archéologiques qui sont avérés. Plusieurs milliers, vous avez dit? Oui, bien sûr, plusieurs milliers. Et c'est sur tous les territoires, c'est pas plus sur la Grande-Terre que sur la Basse-Terre ou pas plus sur Marie-Galante. Il y a des sites archéologiques absolument partout. Voilà. Oui. Donc on ne peut pas non plus tout étudier. Il faut qu'on puisse cibler la recherche archéologique, la conservation du patrimoine. Donc il y a effectivement de temps en temps quelques éléments, quelques tessons de céramique qui disparaissent. Mais lorsqu'il y a utilité, besoin d'aller faire des fouilles archéologiques, par exemple sur l'Anse d'Arbaud, par exemple, il y a plusieurs sites archéologiques, je vous donnerai plusieurs exemples si vous voulez. De la cathédrale de Basse-Terre aussi, il y avait un site tout près de la mairie, tout près de l'église. Oui. Oui. Voilà. Et tout ça est conservé donc au dépôt de Baillif. Voilà. Le projet d'aménagement a avancé, mais derrière, toute l'étude qui a été menée, un rapport évidemment est produit, un rapport qui pourra donner lieu à une publication, et les mobiliers sont conservés donc, dans le dépôt de l'État à Baillif. Ouais. Voilà. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a plusieurs sites, on ne s'imagine pas, mais la carte archéologique permet d'avoir une vision d'ensemble. Il y a énormément de vestiges archéologiques sur l'ensemble du territoire. Oui. Aussi bien amérindiens que... Amérindiens, l'époque coloniale, historique, moderne, contemporaine. Voilà, il y a plusieurs thématiques, plusieurs chronologies. Les plus anciens, par exemple, pour le moment, c'est avéré à Marie-Galante. On est sur le 4e millénaire avant notre ère, où on a une grotte ornée avec des sépultures conservées qui sont donc sur le morne Rita, par exemple, à Marie-Galante. Alors, voilà. Il y a la mise en valeur du site patrimonial de Trois-Rivières, bien sûr, avec les roches gravées. Oui. Mais est-ce qu'il est... Enfin, on a pensé à un moment donné, d'autres sites pouvaient être mis en valeur comme ça? Alors, il faut une volonté à la fois des collectivités, des publics qui poussent. Nous, côté la direction des affaires culturelles, le but étant de les référencer, de permettre l'étude, parfois aussi l'accès, la signalisation. Oui. Et puis, il peut y avoir une impulsion d'une collectivité qui veut mettre en œuvre un projet de valorisation. Ça a été le cas, par exemple, lorsque la Société d'histoire de Guadeloupe avait acheté les parcelles où se trouve l'actuel parc archéologique des Roches Gravées, qui a été repris ensuite par le conseil départemental et qui a donc permis de conserver ce lieu magique, ce lieu archéologique et qui a une valeur patrimoniale qui rayonne sur l'ensemble de la Caraïbe. C'est quand même quelque chose de très important, c'est ces Roches Gravées de Guadeloupe.
Et donc de permettre effectivement de pouvoir le valoriser grâce à ce musée qui est en train de se rénover et qui ouvrira ses portes dans les prochains mois. Et puis effectivement des possibilités de classer certaines découvertes. On a à l'époque donc de la tempête Fiona, ça a permis de pouvoir découvrir d'autres sites. On fait la tempête a joué. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, voilà. bien sûr. Il y a aussi des avantages qu'on peut découvrir des sites à cette occasion. Et c'est pour ça que le service de l'archéologie de la DAC a lancé un inventaire pour vérifier si justement ces roches gravées n'avaient pas trop bougé du fait des importants flux d'eau qui nous sont tombés dessus. Et donc a permis de découvrir 9 nouvelles roches gravées qui seront soumises à la prochaine commission régionale du patrimoine et de l'architecture pour vérifier la possibilité de les inscrire et donc de les protéger. Oui. Voilà, au titre des monuments historiques. 2 petits mots sur Saint-Martin quand même. Oui, ou Saint-Barthélemy, si vous voulez. Aussi, oui. Bien sûr. Là-bas, je sais qu'il y a un musée privé à Saint-Martin, c'est un peu particulier. Alors, un musée, oui. Alors, enfin, un lieu d'exposition, on va dire. Oui, et à Saint-Barthélemy, c'est pareil, effectivement. Ouais. Après, on peut impulser quelques expositions, on peut projeter quelques programmes. Nous, l'information, on la met à disposition de tout ce qui peut être valorisé, valorisable. Donc, ces musées, effectivement, ils peuvent être portés par des personnes privées, peuvent être portés par les services publics. Il faut en tout cas encourager la valorisation et du moment qu'elle reste dans des conditions aussi de diffusion, de valorisation, de conservation qui sont dans les règlements, les règles de l'art, on va dire, pour les mobiliers. Voilà. Oui. Et il y a énormément de découvertes qui sont faites aussi à Saint-Martin, des recherches qui sont menées depuis les années 90. Oui. Il faut effectivement que l'on puisse travailler concomitamment en parfaite symbiose pour œuvrer sur la valorisation. Dans le cas des JEA, la collectivité de Saint-Martin prévoit donc des conférences et également des visites guidées sur les roches gravées de Meaux, au quartier d'Orléans notamment. Donc voilà, Saint-Barthélemy, c'est la même chose. Il y a des actions de valorisation auprès des scolaires et aussi une conférence qui sera réalisée à la capitainerie de Gustavia. Donc voilà, ce sont des territoires, des archipels qui ont chacun leur histoire, mais qui sont interconnectés de par le lien culturel, le lien historique, archéologique. Voilà. Alors, avant de revenir sur le programme général, à quand une grande conférence interrégionale puisque vu l'importance des fouilles en Guadeloupe et de ce qui existe, de l'existant, c'est prévu peut-être un jour une conférence interrégionale archéologique caraïbéenne? Alors, pourquoi pas? Il est proposé... Alors, moi, je vais essayer d'impulser aussi une présentation de ce que va être les journées, on va dire, de l'archéologie de Guadeloupe au mois de décembre. Je vais essayer d'impulser de rassembler un petit peu les différents acteurs de l'archéologie pour échanger ce qui a été découvert dans l'année. Et on fait ça sur plusieurs années, Est organisée en 2024, au mois d'avril, une table ronde sur un sujet qui est important pour nos territoires. C'est les sites en péril. Du fait de l'érosion du trait de côte et de la montée annoncée de la mer, et qui va faire disparaître évidemment du patrimoine. C'est déjà le cas, c'est en cours depuis quelques années, et dans les prochaines années, prochaines décennies, ça va augmenter. Donc une table ronde au mois d'avril sur la commune du Moule, impulsée par une équipe de recherche du CNRS sur le projet Aloha. Donc à venir. Donc on peut effectivement faire des tables rondes, organiser des conférences. Les archéologues sont plutôt bavards et aiment bien échanger sur leur discipline, leurs découvertes. Donc on est ouvert à toute proposition. Il y a différentes étapes. Les JEA d'abord, les JEP en septembre. J'espère en décembre une journée de l'archéologie de Guadeloupe qui permettra de réunir donc ces différents acteurs. Et pour le moment est organisée donc pour le mois d'avril en 2024 donc une table ronde sur les sites côtiers qui présentent donc beaucoup de sites archéologiques avérés, référencés et qui sont en péril. Voilà, effectivement. Écoutez, on remercie pour ces informations. On va faire un rappel des plans forts des journées là. Oui, alors pour côté autopromotion, côté direction des affaires culturelles, service de l'archéologie, donc le vendredi 16 juin, samedi 17 juin, journée portes ouvertes pour le dépôt archéologique à Baïf, sur réservation. Il y a le site dédié des JEA qui est accessible, la journée européenne de l'archéologie. Ça sera ouvert à la presse?
Comment? Ce sera ouvert à la presse? Alors, ça peut être ouvert à la presse, il n'y a pas de souci, effectivement, Ouais. avec plaisir. Donc, les scolaires le vendredi 16 juin, le samedi 17 juin, tout public, 9h-17h pour les horaires, et le dimanche 18 juin, donc à Trois-Rivières, où il y a des visites organisées de 9h à midi, donc des fours à deux potiers et du four à chaud. Voilà. Et puis, on n'en parle pas, mais il y a aussi d'autres activités qui sont menées sur le territoire de la Guadeloupe. L'ouverture des forts d'Elgrès ou Fleur d'Épée, Oui. pour les visites guidées également. La bibliothèque à Trois-Rivières pour une exposition. Et puis sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, des conférences et des visites guidées aussi. Donc je vous encourage à aller sur le site dédié des Journées européennes de l'archéologie 2023. Bien, Monsieur Mouda, merci pour toutes ces informations. Et puis on espère vous revoir pour d'autres choses quand il y aura plaisir. de la nouveauté. Parce que vu le Il y en a nombre de sites, il y aura souvent, toujours de la nouveauté. Avec plaisir, en tout cas. Merci en beaucoup. tout cas. Voilà, 2h50, on revient à l'actualité avec l'After Rock, les experts au féminin. C'était le terme, était partir de zéro. Olivier Moradel était sur place. Le concept, c'est que chaque deuxième jeudi du mois, eh bien, nous rencontrons notre public avec une experte invitée pour discuter de son parcours, mais aussi d'une thématique particulière. Aujourd'hui, nous recevons Jessica Brudet, fondatrice de Foodil et rédactrice en chef de Foodil, le magazine, avec Mylène Colmar. Et on va discuter avec elle, eh bien, de partir de zéro, entreprendre et réussir malgré tout. Il n'est pas du tout facile d'entreprendre. Il faut vraiment user d'abnégation, de savoir-faire, de savoir s'entourer. Il faut surtout ne rien lâcher et y croire et ne jamais abandonner. Les Afterwork, les experts au féminin, sont la transition IRL de l'émission du même nom, les experts au féminin, que nous avons développé avec l'équipe Caribbean Boss Lady. Moi, je suis partie d'une communauté. La force de Foodil, c'est de s'être développée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu avoir le soutien de la population qui a compris ce que je voulais transmettre, qui a adhéré au programme et qui maintenant me suit. On a une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et après, on a sorti un magazine. Donc c'est step by step qu'on a monté les marches et acquis notre légitimité. Là où tout a commencé, et Christina a quelques questions à te poser. La qualité essentielle, je dirais, c'est de savoir relever la tête. De savoir se relever, de savoir remonter sur son cheval. C'est l'expression que j'utilise beaucoup. On va recevoir des coups. Mais après, même si on reste à terre 1 jour, 2 jours, 10 jours, 3 mois, mais il faut remonter sur son cheval. J'ai fait partie de ces personnes qui ont eu besoin d'inspiration et je suis contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir inspirer, de pouvoir transmettre, de montrer, regardez, le modèle existe, vous pouvez aussi le faire. Je suis partie de rien, vous pouvez aussi le faire. Voilà, 12h52 pour la première pause, pour la première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec la suite des informations et avec Iman qu'on salue. Bonjour. Et à tout de suite, après la pub. Voilà, il est déjà 13h et c'est le retour sur le plateau pour, dans un instant, la chronique ICC News. Bonjour Marie-Hélène Ferdi. Bonjour Monsieur Zandronis. Et on va présenter votre invité dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité avec Iman, retour à l'actu. Retour à l'actualité où nous parlons entrepreneuriat avec les experts au féminin. Un afterwork a eu lieu hier pour partir de zéro et savoir vers quoi aller. Nous ferons le point ensuite sur les mesures en lien à la saison cyclonique qui a débuté donc ce mois-ci au mois de juin. On en saura un peu plus sur les perspectives du plan de logement outre-mer. Nous parlerons aussi des assises françaises du centre-ville de Valenciennes, pour finir par la rénovation de la place de Petit-Bourg. Voilà. Merci Iman, à tout à l'heure. Tout de suite, la chronique ICC News générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Marie-Hélène Ferdi, vous avez la parole. J'ai la parole. Je prends la parole puisqu'il n'y a pas de questions. Alors aujourd'hui, on va parler de parcours d'un artiste aujourd'hui, mais on va plutôt parler d'un établissement et ça sera une rubrique spéciale patrimoine. Et pour ça, on va essayer de voir si vous, les spectateurs, vous arriviez à deviner de quel patrimoine on veut parler. Alors peut-être que je vais donner un premier indice sur notre invité. Donc on reçoit Laurent Zarier, qui est professeur documentaliste. Alors je dis pas où. Volontairement.
Et donc, est-ce que vous êtes partant, Monsieur Zandronis, aujourd'hui pour faire un quiz ou pas? Êtes-vous d'humeur? Comme je vois que vous faites la tête, comme tous les téléspectateurs, c'est pas vous qui gagnez, puisque vous voyez l'invité, vous savez bien où il est, vous la présentez. C'est les téléspectateurs qui ne savent pas. Donc, ça veut dire que vous ne lisez pas les scripts qu'on vous envoie. Bon, c'est dit. Et donc, alors, aujourd'hui, on va vous faire découvrir aux téléspectateurs un établissement scolaire qui a la particularité d'être l'un des plus anciens de notre territoire. Alors, c'est vrai que ça serait peut-être mieux qu'on ne voit pas les photos de cet établissement à l'antenne. Et donc, est-ce que vous avez une idée de quel établissement on veut parler? L'un des plus anciens de la Guadeloupe. Le lycée Carnot, bien sûr. Bon, vous savez bien qu'on parle de notre établissement. Donc, ça aurait pu être le lycée Carnot, qui fait partie aussi des anciens. Mais c'est un lycée qui, à l'époque, était l'annexe du lycée Carnot. Voilà. C'est le lycée Gerville-Réache de Basse-Terre. Alors, le lycée Gerville-Réache de Basse-Terre, avant d'être un établissement scolaire, c'était déjà un hôpital. C'était l'hôpital militaire du camp Jacob, donc qui est au 19e siècle. Et ensuite, il était aussi, après il est passé, ça a été un centre administratif de l'État colonial français. Et ensuite, c'est vers les années 30 qu'il devient lycée. Donc, il devient un petit lycée. Et donc, c'est toujours à l'époque des années 30 qu'on a décidé qu'il porterait le nom de M. Gaston Gerville-Réache, qui est un député, donc originaire de Basse-Terre. Et en 1950, donc on va donner les grandes dates, en 1950, il devient alors annexe du lycée Carnot, et là, avec seulement 26 élèves. Mais le nombre d'élèves a rapidement évolué. Lui-même a rapidement évolué en tant qu'établissement scolaire. Une autre date importante de cet établissement, assez emblématique, c'est qu'en 1979, il est classé monument historique. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir le découvrir. Je pense que vous avez fait vos classes dans ce lycée ou pas, monsieur Zandronis? Vous étiez à Bainbridge, vous n'avez pas eu la chance. Alors, moi, j'ai eu la chance d'y aller régulièrement. Ma fille a fait une partie de sa scolarité et je vous avoue qu'il est magnifique. Je ne sais pas si on pourra voir les photos. On y découvre le buste qu'on voit, c'est le buste du député Gaston Gerville-Réache. Alors, une autre date, et là, au-delà du patrimoine, c'est un lycée, mais c'est un lycée aussi qui est très attractif, qui a une certaine renommée. Pourquoi? C'est qu'en 2015, il fait partie... Il est dans le chef-lieu à Basse-Terre. Il me semble que je l'ai dit, mais c'est toujours bien de le rappeler. Il est dans le chef-lieu à Basse-Terre. La capitale, je dis. Ah, bon, je ne sais pas si c'est la capitale pour l'instant. Je sais que c'est une région, un département. Alors, voilà. Alors, il est classé parmi le top 4 des meilleurs lycées de France en termes de résultats et de performance. Ce n'est pas rien. Et c'est ce qui le rend aussi attractif. Mais après, il y a un autre indicateur qui est lié à son attractivité. C'est qu'on y fait des formations qu'on ne trouve pas ailleurs. Il a une prépa lettres, donc qui est très, très bien cotée, et qui ont permis à des étudiants d'avoir des parcours d'excellence, Sciences Po et autres. Ensuite, il y a un BTS communication, donc qui est orienté vers le digital avec une enseignante, une équipe pédagogique qui est très dynamique. Je profite pour saluer Madame Ezel et qui conduit énormément d'actions et notamment, on va la retrouver dans notre prochain salon que nous aurons au mois de novembre. Et enfin, alors je crois aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau dispositif qui regroupe les ateliers de Sciences Po, mais aussi les élèves de prépa lettres pour un dispositif d'excellence. De toutes les façons, M. Zarier aura l'occasion de nous en parler. Mais alors, l'une des particularités, au-delà de ces filières, c'est aussi son ancrage dans la culture de notre territoire. Régulièrement, ce lycée travaille avec des professionnels des arts visuels, puisqu'il y a aussi une filière arts plastiques, et conduit ce qu'on appelle des résidences. Et donc, j'ai invité aujourd'hui une des personnes emblématiques de ce lycée pour nous expliquer comment expliquer pourquoi de façon systématique, chaque année, on a des actions retentissantes, il y a ces résidences. Voilà. Quel est l'intérêt pour les élèves? Puisque j'ai bien compris que ça s'adresse à tous les élèves et pas uniquement sur d'art plastique. Et quel est le retour pour ces élèves qui travaillent avec vous dans ces projets culturels? Très bien. Effectivement, on a maintenant, depuis de nombreuses années,
l'habitude d'inviter, d'accueillir en résidence aussi bien des artistes, écrivains, écrivaines, commissaires d'exposition. Prochainement, on aura une réalisatrice qui s'appelle Josa Enjambé, qui viendra en septembre, qui a réalisé 2 courts-métrages qui ont été tous 2 nominés au César, qui est d'origine camerounaise et qui a la particularité de préparer son premier long-métrage. Et donc, elle viendra en résidence d'écriture en Guadeloupe. Et elle a choisi de s'associer avec Gerville Réache pour proposer 2 masterclass qui seront l'une proposée à nos étudiants de prépa littéraire, justement, dont on parlait, et également à la spécialité cinéma audiovisuel du lycée Sony Rupert. C'est aussi une des particularités des programmes qu'on met en place, c'est qu'on essaye, en fait, d'être un peu un centre ressources, c'est-à-dire que ce qu'on met sur pied, on essaye aussi d'en faire profiter les autres établissements, aussi bien dans le bassin que parfois au niveau de l'académie. Donc il ne s'agit pas de prendre les choses rien que pour nous, mais vraiment voilà, en septembre dernier, on avait l'écrivaine Estelle Sarabul et on a essayé de permettre qu'elle rencontre d'autres élèves en dehors de notre lycée. Après, clairement, pour nos élèves comme pour nos étudiants, c'est une chance parce que, en fait, nous, on a la particularité d'avoir un hébergement qu'on peut mettre à disposition des invités. Et ça, je vais dire que j'en profite pour dire, c'est à mon avis très important que chaque lycée puisse avoir au moins un hébergement. Pourquoi pas, ce qui se fait malheureusement pas en Guadeloupe, une galerie d'établissements, ce serait merveilleux. Parce que dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis, souvent les étudiants deviennent commissaires d'exposition. C'est-à-dire qu'on va leur proposer, selon un calendrier, un agenda, au cours de l'année, de monter une exposition. Et donc les étudiants deviennent commissaires d'exposition. Ils conçoivent l'exposition, etc. Et ça, c'est permis lorsqu'on a justement au sein de l'établissement des lieux pour le faire. Donc nous, on a la chance d'avoir un appartement, ce qui nous permet justement plus facilement de mettre sur pied ces résidences. Mais par exemple, ce serait un rêve d'avoir un espace d'exposition, comme ça se fait dans d'autres académies ou dans d'autres pays. Voilà. Donc j'espère avoir un peu... En tout cas, je retiens l'idée, et moi j'y souscris. Pourquoi pas un réseau d'établissements, oui. Parmi les établissements qui ont des internats, oui. pour pouvoir proposer aussi des résidences. Oui. Alors, il y a autre chose, c'est que si aussi ce lycée est aussi ancré dans la culture, c'est parce que vous travaillez en étroite collaboration avec une association, Oui Un Art, qu'on peut voir à l'écran. Donc, vous avez sorti même un livre qui recense toutes les actions que vous avez pu conduire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association, Oui Un Art? Alors, moi, je suis président de cette association. Donc, c'est souvent le programme qu'on mène, c'est un partenariat, en fait, entre le lycée Gerville Réache et l'association, ce qui permet aussi d'aller chercher des subventions que, voilà, il est plus facile d'obtenir au nom de l'association ou au nom du lycée. Oui Un Art, en fait, ce catalogue, on l'a sorti l'année dernière, ça retrace les 10 années, en fait, de la manifestation qui, en fait, est dans le domaine des arts visuels. Vous avez actuellement une exposition à la médiathèque Ernest Pépin du Lamentin du 3 au 23 juin, justement avec les 3 artistes de cette année qui sont Bélisa Troupé, Cynthia Fibel, 2 artistes guadeloupéennes, et un artiste martiniquais performeur qui s'appelle Jérémy Priam. Et donc, depuis 2012, les artistes interviennent dans les établissements scolaires de l'académie, proposent des ateliers de pratique artistique et les élèves créent en fait des œuvres qui peuvent être de la vidéo, qui peuvent être de la performance, de l'installation, etc. Et donc, on fait une exposition de restitution. L'année prochaine, pour 2023-2024, notre projet, ce serait d'inviter des artistes haïtiens de la jeune scène de l'art contemporain haïtien qui est magnifique et qui mérite, à mon sens, d'être mieux connu en Guadeloupe. Et donc, on espère pouvoir mettre sur pied cette résidence. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est que à travers vos actions, on voit que vous ne cantonnez pas à l'art visuel. Vous balayez toutes les industries culturelles et créatives, puisqu'en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez aussi l'option théâtre. Oui. Et on essaye autant que possible d'être... Donc le lycée a participé par exemple à la dernière édition du festival Nous Seyonne. C'est un festival art du cirque, art de rue. Art de rue, c'est de la danse. Donc on avait beaucoup de compagnies guadeloupéennes de danse. La Mangrove, Edo, je vais en oublier parce que je n'ai pas fait de liste, mais Diffé Caco, etc. Mais il y avait aussi du théâtre de rue, etc. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très important
d'avoir ce volet parce que l'option théâtre est très dynamique au sein du lycée. Elle est aussi très ancienne. On a aussi des arts plastiques, etc. Donc c'est vrai qu'on a des enseignements artistiques et culturels importants au sein du lycée. En tout cas, vous avez de nombreux projets. Alors, on va reparler encore de la dernière résidence et puis nous dire surtout, est-ce qu'on peut encore voir les expositions? Où on peut voir l'exposition et si c'est encore possible? Actuellement, effectivement, l'exposition est visible jusqu'au 23 juin à la médiathèque Ernest Pépin du Lamentin. Les horaires d'ouverture, c'est du mardi au samedi. C'est fermé simplement le lundi, de 9h à 18h, sauf le jeudi, c'est jusqu'à 13h et le samedi, 17h. L'entrée est libre et gratuite. Donc, n'hésitez pas, voilà, on voit l'affiche à l'écran. Le thème cette année qui a été développé par les 3 artistes, donc Bélisa Troupé, Cynthia Fibel et Jérémy Priam, corps en société, corps imaginé. Chacun des artistes a développé cette thématique. Par exemple, Jérémy Priam a voulu interroger la question du colorisme, comment finalement l'industrie de la mode, etc., a, on va dire, formaté les canons de beauté, notamment, etc. Voilà. Chaque artiste s'empare de cette thématique, la développe avec les jeunes, qui vont à leur tour l'investir pour créer des vidéos, comme j'ai dit, des peintures, installations, etc. C'est pas mal. La semaine prochaine, on recevra d'ailleurs Cynthia Fibel, qui reviendra un peu sous cette collaboration et nous parlera aussi de ses projets. Voilà, ben, c'est terminé, la chronique est terminée pour ce vendredi, Monsieur Zambronis. Ben, il est déjà 13h14, on revient à l'actualité avec le rappel des mesures en début de saison cyclonique. Charlie Dagonia était sur place, c'était hier. Il n'y a pas vraiment de changement cet après-midi, a surtout un objectif, c'est de rappeler les bons réflexes qu'on doit avoir lorsqu'on arrive à la saison cyclonique. Il y a des gestes élémentaires, il faut avoir une radio avec des piles près de soi pour être informé, il faut avoir un petit nécessaire de survie, de l'eau, un petit peu d'alimentation énergétique, préparer ses papiers si jamais on est obligé de quitter sa maison. Donc cet après-midi, c'est tout un tas de rappels élémentaires. Et puis nous allons revenir un petit peu, bien sûr, sur un événement qui nous a beaucoup mobilisés en 2022, à savoir la tempête Fiona. Nous agissons à la demande de la préfecture en cas de demande de concours pour mettre à disposition des moyens humains et matériels du RSMA de la Guadeloupe pour intervenir directement en cas de catastrophe naturelle, comme nous l'avons fait par exemple l'année dernière suite au passage de la tempête Fiona. Donc nous pouvons envoyer des éléments de reconnaissance et des moyens légers d'intervention, également quelques moyens spécialisés puisque nous disposons au RSMA, au sein des compagnies de formation professionnelle, d'engins de chantier donc, qui peuvent être très utiles, notamment pour des opérations de déblaiement, de praticabilité des axes. En tout cas, en ce qui concerne la ville des Abîmes, nous avons récemment organisé une réunion de préparation pour vérifier si tout était en marche, notamment les abrissures, notamment les matériels satellitaires, et le personnel, les moyens techniques, et aussi les moyens techniques et opérationnels, avec le service technique donc de la ville des Abîmes, vérifier les matériels pour voir si tout est en place, avec la police municipale, bien entendu, parce que le jour J, donc il faut s'organiser, donc il faut quand même qu'il y ait la présence de la police municipale sur le terrain pour pouvoir aller, les élus aussi, aller voir la population pour que toute la population puisse se mettre dans des abris sûrs, puissent rester chez eux. On l'espère toujours, bien sûr, que la population soit à l'écoute. L'État, avec les collectivités et tous les autres organismes, souhaite bien sûr que chacun fasse sien les réflexes élémentaires, connaisse les couleurs de l'alerte. Je rappelle, le jaune, on se prépare, le jaune-orange, on finit les préparations, le rouge, on reste chez soi, le violet, on est confiné, et le gris, on reste vigilant. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on rappellera au cours de cet après-midi. Revenons ensemble aujourd'hui sur la rénovation de la place de Petit-Bourg. Max Morel était avec sa caméra. On verra ensemble ce reportage. Un chantier majeur pour nous au cœur de la ville de Petit-Bourg.
C'est un chantier qui est majeur, mais c'est un chantier qui est dans la continuité d'une démarche que nous avons commencée depuis un certain nombre d'années, consistant à redynamiser notre centre-ville. Donc nous avons travaillé îlot par îlot. Et là, nous sommes sur cet îlot qui est le cœur de ville, la place de la mairie. Et nous avons voulu recréer ici un espace de rencontre, un espace de loisirs, de rencontre des enfants, des familles, un espace aussi d'activités économiques qui permettent à certains auto-entrepreneurs de pouvoir jouir d'une activité pour nourrir leur famille. Donc c'est un centre-bourg qui sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus accueillant, avec beaucoup plus d'espace, notamment pour les familles et les enfants. C'était une nécessité dans la continuité de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une modernisation de l'espace avec des équipements plus adaptés aux besoins des acteurs économiques qui sont là, des espaces qui soient plus adaptés pour les enfants, pour assurer aussi la sécurité de nos enfants, qui sont de nombreux, puisque le bourg de Petit-Bourg est un bourg très attractif le soir. Nous faisons partie de ces quelques bourgs de Guadeloupe qui ont une vie économique, qui ont une vie culturelle, qui voient des gens descendre, déambuler dans ce centre-ville. Donc il nous était important de faire de sorte que les équipements soient plus modernes et répondent mieux aux aspirations des uns et des autres. Voilà, 13h18, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. Je vous rappelle que dans un instant, on va recevoir des gens de Cap Excellence. Sabrina Mathieu, directrice de l'UCHOM. Elle est là pour l'Union, pour Social pour l'Habitat. Noémie Clotilde aussi. Et seront accompagnés de Jacqueline Favorinus. C'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir successivement Sabrina Mathieu. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'UCHOM. Noémie Clotilde, bonjour. Bonjour. Jacqueline Favorinus est aussi prévue. Et on va terminer tout à l'heure avec Manixia Kiteka. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu. Sinon, on revient à l'actualité avec Iman. Sur l'actu, nous sommes déjà rendus sur l'afterwork qui a eu lieu en lien avec les experts au féminin, où on partait de zéro pour savoir vers quoi aller en termes d'entrepreneuriat. Nous avons fait le point ensemble sur les mesures liées à la saison cyclonique, ainsi que sur la rénovation de la place de Petit-Bourg. Nous parlerons tout à l'heure des perspectives du plan logement outre-mer et de l'assise française de la ville de Valenciennes. Merci Iman. Je me tourne tout de suite vers Noémie Clotilde, elle est directrice adjointe du cabinet de Cap Excellence. Et elle est là aujourd'hui parce qu'on m'a parlé aussi du village Écodome. C'est bien ça. Merci. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Alors effectivement, le village Écodome, c'est une initiative qui est avant tout portée par l'UCHOM, Union sociale de l'habitat outre-mer, et qui a été en partenariat avec Cap Excellence et la ville des Abîmes. Donc l'objectif était de sensibiliser les ménages et les collectivités à la maîtrise des énergies, à la maîtrise de la charge énergétique, faire des économies pour la facture, mais surtout pour l'environnement. Oui. Alors, je pose la question à Mme Mathieu. Quel est le rapport entre l'UCHOM et l'Écodome? Eh bien, écoutez, nous avons porté ce projet, nous avons porté candidature auprès du ministère de la Transition écologique en 2019, parce qu'on voulait que nos ménages, les ménages des Outre-mer, en bénéficient. Tout naturellement, parce que nous, on représente le logement social et on défend l'intérêt de nos territoires et de nos spécificités d'ailleurs en la matière. Au-delà, on s'intéresse bien sûr à la marge de manœuvre dont disposent ces ménages qui sont souvent vulnérables et fragiles et qui donc pouvaient allier à la fois cette action pour l'environnement, donc pour réduire son impact sur l'environnement, tout en gagnant de la marge sur le pouvoir d'achat. Alors concrètement, un ménage, je vis qu'il y a 34 000 ménages, comment un ménage va gérer ses économies d'énergie, concrètement? C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur mes gestes habituels, grâce à ce programme. D'abord, on n'a pas de profil type ultramarin. Vous savez, on connaît très bien les profils hexagonaux avec les consommations du chauffage liées au chauffage en hiver, etc. Nos outre-mer sont un peu moins bien connus et d'ailleurs, on n'avait pas de profil. Donc, le programme consistait d'une part, dans sa première phase, à profiler nos consommations, à savoir où se situe la marge de manœuvre
pour la réduire. Ça, c'était le premier acte. Donc, on a eu une instrumentation de certains logements, certains appartements, et on a suivi leur consommation pour définir qu'est-ce qu'ils consomment dans un logement. La deuxième phase, qui s'appuie sur la première, vise à inculquer, à sensibiliser les ménages sur leur comportement face à l'énergie. Et donc, en apprenant que, par exemple, quand je fais des pâtes, en mettant un couvercle, je peux réduire ma consommation énergétique. Si je positionne mon four un peu plus loin de mon frigo, là encore, je fais des économies d'énergie. J'éteins mes appareils. Donc, c'est des choses, somme toute, assez banales, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, il y avait des cours en ligne, ils y sont encore, et c'est encore accessible. N'hésitez pas, donc, ceux qui nous écoutent, à aller vérifier sur ecodom.fr et suivre ces cours. Et puis la partie pratique, et c'est la première en Europe, se voulait comme un village ludique qui comprend des activités à la fois autour de l'énergie, donc de l'eau, de l'électricité, mais aussi de l'eau et du tri sélectif. C'est assez complet puisqu'on va toucher à tous nos impacts sur l'environnement et on essaye avec des méthodes qui ont été étudiées bien sûr avec des pédagogues, des experts et qui ont bâti des concepts prévus à cette fin. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Alors, on accueille Madame Favorinus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère communautaire et à Cap Excellence et responsable, justement, rapporteur de la commission. Alors, du point de vue de cette politique de l'économie d'énergie, j'imagine que c'est quelque chose qui a été défini à Cap Excellence. Comment ça va se mettre en place dans les jours qui viennent? Puisque depuis le 1er juin, sur l'esplanade, il y a cette économie. Ben écoutez, bonjour déjà à tous. Économie d'énergie, c'est un thème d'actualité. Cap Excellence, c'est un problème qu'il a déjà pris à bras le corps depuis toujours, puisque nous avons tout un service qui est dédié à ces problématiques, et singulièrement sur la partie maîtrise de l'énergie, effectivement, vous l'aviez dit, je suis rapporteur de la commission. Donc, le village Ecodom s'inscrivait tout naturellement dans le droit fil des démarches entamées. Et là, c'était un contact qui était directement en phase avec le public, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de ces problématiques de maîtrise d'énergie, c'est surtout amener nos populations à économiser l'énergie, porter à leur connaissance tous les outils qui sont à leur disposition pour arriver à cette démarche de réduction des CO2. Parce qu'en finalité, c'est ça. Et ça se fait avec les enfants qui sont d'excellents relais. Et on a bien vu sur le village, la fréquentation, elle a été très importante au niveau des enfants. Et là, on voit d'ailleurs avec le concours de dessin qui a été fait comment les enfants ont beaucoup d'imagination. Mais surtout, on sait que les enfants, si nous, on a pris du temps à comprendre, eux, ils ont déjà compris. Et ils le reflètent très bien à travers les dessins qu'ils font. Alors, pour revenir sur Cap Excellence, il était tout à fait légitime que Cap Excellence accompagne une démarche de la sorte, puisqu'elle le fait pour l'ensemble du territoire de Cap Excellence. Là, c'était l'opportunité de toucher enfants et parents des enfants. Et je pense que c'est une action que les services de Cap Excellence vont continuer. Et avec l'UCHOM, on va voir d'ailleurs quelles sont les nouvelles cibles à toucher, puisque l'UCHOM, c'est l'habitat aussi. Oui. Donc, nous étions avec des enfants, mais peut-être faut rentrer au cœur des résidences, certainement, très bientôt. Et Cap Excellence sera toujours là pour accompagner des actions de cette nature. Hein. Alors, Madame Mathieu, je prends un cas bien concret. On est dans un pays tropical, il fait chaud. Est-ce qu'il faut réduire la clim? Alors, je crois que le confort thermique, moi, j'avais remarqué quand je viens ici, j'ai assez froid dans les bureaux, vous savez, je suis en petite laine. Et pourtant, je suis algérienne, donc je suis habituée aux chaleurs aussi. Donc, je suis peut-être pas non plus une référence. Non, blague à part, oui, je pense que l'usage de la clim, alors l'idée, c'est de réduire sa consommation énergétique, mais sans perte de confort. Il ne s'agit pas de toucher au confort du citoyen, hein, parce qu'on doit l'avoir. Ça, oui. C'est très important. Et en fait, grâce à des éco-gestes, on va aller réduire là où on dépense de façon inutile, mais tout en préservant absolument le confort. Il est défini dans les réglementations thermiques, on parle de 4 degrés par rapport à la température d'extérieur devrait suffire pour ressentir d'ores et déjà un premier confort. Ceci étant dit, moi je dis que c'est très individuel et que chacun est libre de mettre éventuellement sa clim. Maintenant, EDF finance par exemple des clims AA+, qui sont moins consommatrices. Et même des brasseurs d'air.
même des brasseurs d'air, absolument. Et donc, je pense qu'effectivement, réduire les dépenses, que ce soit sur l'eau, sur l'énergie, trier, c'est important à la fois pour la décarbonation, pour être dans la démarche de la décarbonation, mais toujours en gardant absolument le confort, en tout cas pour nous, bailleurs sociaux, des locataires et plus globalement des citoyens. Naomi Clotilde, je pose la question aussi, peut-être à Mme Favorinus, le problème du tri des déchets aussi se pose. Et je sais que Cap Excellence a beaucoup investi là-dessus. Est-ce que finalement, on commence à avoir, je ne vais pas dire le bout du tunnel, mais enfin, des résultats positifs? Je ne parle pas des cartons de la ville de Pointe-à-Pitre. On va pas aujourd'hui. On ne les voit pas encore, mais il y a des démarches qui sont entamées. Il y a des démarches qui sont notamment sur le territoire de Jarry, ETI, pour ceux qui connaissent. Oui. C'est une intelligence collective qui est entre les entreprises. Ça ne se voit pas, mais ça marche. C'est-à-dire une entreprise qui a comme déchet des cartons, la donne à une entreprise qui fait du déménagement. Par exemple. Donc ça, c'est des petites choses qui sont déjà en cours. Voilà. Mais là où c'est le plus visible, c'est justement devant chez les bailleurs sociaux, puisque ce sont des appels, les locaux à poubelles sont trop visibles, puisqu'on travaille avec les bailleurs sur ces aspects. Il faut trouver des solutions, déjà pour que les gens trient tout simplement à la base. Ça évitera qu'ils aient à chercher des lieux de rejet de leurs poubelles. Mais aussi, apprendre aussi aux locataires de gérer au plus près les déchets. Et je pense qu'il faudrait, déjà dans les constructions des appartements, prévoir une première étape du tri. Et je sais que maintenant, il y a des procédés qui permettent aussi, même dans des bâtiments, de pouvoir gérer les déchets, les biodéchets. Et je crois qu'on peut même faire directement son réchaud avec ce biodéchet. Et c'est sous cette piste que nous allons travailler, parce qu'il faut aussi réduire, mais si on peut accompagner les familles à ne plus acheter cette bouteille de gaz qui coûte si cher, eh bien, si ce procédé nous permet de le faire, eh bien, ce serait une réussite. Alors, on travaille sur ça aussi également. Oui, Madame Mathieu, alors justement, pour les gens qui nous écoutent, comment on réduit l'empreinte carbone dans les assiettes? Oh. Grande question. Non, je pense que ce n'est pas en passant par un secteur, un prisme qu'on y arrivera. Il faut que la démarche soit vraiment une démarche globale. D'ailleurs, nous, quand on a porté ce programme, on l'a porté avec les associations qui représentent nos élus, parce que le citoyen, quand vous lui touchez à la poche, il est très sensible, donc il est très actif, mais quand il arrive au bureau, il va mettre la clim très bas. Et notre idée, justement, en équipant des bureaux de collectivités, des sièges de collectivités et des sièges de bailleurs sociaux, c'est que le citoyen, il est chez lui, il entend parler d'économes, il sait qu'il faut être sensibilisé, qu'il faut réduire, trier, etc. Il arrive au bureau, il doit avoir la même démarche. Donc c'est parce que l'apprentissage, il sera difficile, mais il faut l'intégrer de bout en bout. Donc l'assiette, oui, je trouve qu'on fabrique beaucoup de déchets, on jette beaucoup, on achète plus. Mais moi, je suis dans une culture où on mange aussi énormément, on adore, on est très gourmand. Il faut juste prendre conscience que l'agriculture intensive est nuisible, que remplir son assiette sans la finir, c'est du déchet inutile. C'est à la fois, je pense, une intelligence vis-à-vis de l'environnement, donc c'est réduire son impact vis-à-vis de l'environnement que de rationner son assiette et de se resservir, pourquoi pas, mais aussi pour la poche. Donc c'est à la fois social et environnemental. On veut les deux parce que nous, ce qui nous intéresse, notre premier regard se porte vraiment sur la poche du locataire. Donc, Madame Clotilde, un petit mot à ajouter avant de conclure. Juste en complément, c'est que pendant tout le village, on a eu des webconférences avec l'écologue Jean-Marie Floa et qui a justement abordé la question de l'empreinte carbone des assiettes aujourd'hui et qui était de simplement consommer local et manger aussi en faisant nos recettes, pratiquer le zéro déchet, c'est-à-dire faire du thé avec les épluchures d'ananas, de pastèques et finalement réduire cette empreinte carbone dans notre consommation alimentaire puisque nous avons les outils sur le territoire et comme l'a rappelé Madame Favorinus, qui sont très bien portés par Cap Excellence. Alors c'est le dernier jour des Codomes aujourd'hui, village, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent? Ceux qui ne sont pas encore venus, les enfants qui sont pas encore venus, ou les parents? Alors, on leur dit de se dépêcher avant la fermeture du village, déjà pour profiter et découvrir des nouveaux outils qui existent, mais surtout pour aller voir bientôt les dessins de ces enfants, puisque franchement, ce sera l'occasion de faire une belle exposition de toutes ces créativités que les enfants ont fait naître par rapport à l'environnement.
On regarde tout de suite cette vidéo. Voilà. On vous remercie, mesdames, et puis on donne rendez-vous ce dernier jour. C'est à l'esplanade Zorobabel que tout le monde connaît aux Abîmes. Rendez-vous qui est pris ce dernier jour, c'était depuis le 1er juin. Merci en tout cas d'être venu. Merci et à vous. On continue, il était 13h44. L'UCHOM, l'Union sociale pour l'habitat outre-mer, en partenariat avec Cap Excellence et la ville des Abîmes, vous invite au premier village Écodome. Oui, le premier village éco-citoyen des Outre-mer du 1er au 9 juin sur l'esplanade Serge Zorobabel des Abîmes de 9h à 18h. Venez nombreux participer aux animations ludiques, jeux et concours, cinéma en plein air. Venez produire de l'électricité en pédalant. Venez apprendre à trier avec vos enfants, sans compter de nombreux lots à gagner. Le village Écodome pour se rappeler les bons gestes et apprendre à réduire nos factures énergétiques. Plus d'infos sur capexcellence.net et abîme.fr. Oui, on continue, 13h44, et on va revenir tout de suite vers notre chroniqueuse afro-guadeloupéenne qui est en Afrique. Bonjour Manik. Bonjour Danick. Bonjour à tous. Avant de venir, on voit une histoire des images. On sait que tu étais récemment en Côte d'Ivoire. De petits mots quand même sur ce voyage. Près de 15 jours. Un mois. Un mois quand même. Oui, tout à fait. Donc, c'était la participation de la maison d'édition pour la 2e année consécutive au Salon international du livre d'Abidjan. Où, comme l'année dernière, ça a été un accueil merveilleux, puisqu'encore une fois, nous n'étions que la seule maison d'édition de livres audio. Oui. Et que sur le stand, en plus d'avoir des auteurs de la Guadeloupe et de la Martinique, comme nous avons avec nous des auteurs ivoiriens qui travaillent avec nous sur cette plateforme, ils étaient également présents sur le stand. Donc, ça montrait que le travail qui avait été fait l'an dernier portait ses fruits. On avait réussi à créer ce pont entre la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe. Et par la suite, nous sommes allés en village, puisque le commissaire général nous a invités à rencontrer, à venir dans un institut de jeunes aveugles, où la maison d'édition a offert une tablette avec des livres audio. C'était assez prenant, puisque le directeur, qui est lui-même non-voyant, nous disait qu'en 23 ans d'existence de cette institution, les enfants n'avaient jamais encore eu accès aux livres. Donc ça permettait effectivement de leur proposer un support audio qui puisse écouter des histoires offertes gracieusement donc, par la maison d'édition. Ensuite, nous sommes allés dans une école primaire où là, on a amené du matériel scolaire. Alors, je tiens à dire que ce n'était pas un geste de pitié ou autre, parce que je pourrais faire le même geste en Guadeloupe. Certaines écoles nécessiteraient qu'on amène du matériel scolaire aussi. Mais c'était vraiment dans une notion d'échange et de partage. Donc, Didier Manette a pu leur raconter une histoire, Marie-Louison également, et également de mon côté aussi, on a pu le faire. Et le summum de ce voyage, ça a quand même été d'être reçu par la chefferie et d'être intronisé, c'est-à-dire qu'on appartient aujourd'hui à la tribu des Baoulés. Vous êtes une reine. Alors non, on est des princes. Ah, c'est des princes. On est des princes et princesses. Donc, ok, Majesté. Je t'appelle Majesté désormais. Avec des prénoms relatifs à notre jour de naissance. D'accord. Comment tu t'appelles désormais? Afoué. 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 Afoué, tout à fait. Donc, parce que je suis née un samedi. Si, Manik, c'est très joli comme prénom. Oui. Afoué aussi, c'est très, très joli. Et là aussi, pareil, des échanges de cadeaux, quelque chose de très initiatique. Alors, c'est intéressant de voir comment ils ont les mêmes gestes que nous, parce qu'ils ont versé de l'alcool au sol. Ah, oui. Pour les comme ancêtres. Nous, on le fait pour les ancêtres. Exactement. Oui. Donc, c'était... et de voir qu'effectivement, on partage beaucoup de choses. Et le commissaire général, donc Ange-Félix Ndakpri, sera présent du 13 au 23 juin sous invitation de ma maison d'édition, puisque nous allons signer de jolies choses. Bien, alors c'était l'introduction à Une voix, une histoire des images génériques, c'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Alors, le lionnage avec la Côte d'Ivoire est déjà fait. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un autre ouvrage.
Tout à fait. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un ouvrage écrit par une auteure ivoirienne qui était présente avec nous sur le stand, Zini Ela Diomande. Donc, c'est un professeur d'espagnol à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et elle est rentrée en contact avec nous l'année dernière puisqu'elle souhaitait créer ce partenariat. Et nous avons édité son ouvrage qui n'existe uniquement qu'en version audio, Tilé, la belle orpheline. Et donc, comme je disais, hein, l'intérêt, c'était vraiment de faire cette liaison entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et bien sûr la Côte d'Ivoire, que d'accueillir cette auteure avec nous et qu'elle puisse participer donc à ces lectures immersives. Et nous allons donc écouter un petit extrait de Tilé, la belle orpheline. C'est parti. La miso mambe mambe ngo la miso fleya. Quelle est cette voix effrayante? Qui est-ce? J'ai peur. C'est mon mari qui arrive. Il est rentré plus tôt que prévu. Reprends juste le refrain que tu entends, ou il te tuera. La voix grave de l'homme génie se fit entendre une seconde fois. La miso mambe mambe ngo la miso fleya. Allez, reprends le refrain, rassura la femme. Et Tilé reprit le refrain. La miso mambe mambe ngo la miso fleya. Le méchant homme génie se rapprochait de son campement en entonnant le mystérieux chant, et Tilé reprenait le refrain de la même manière. Lorsqu'il fut à l'entrée de son campement et que sa lumière éclairait déjà le campement, il reprit de plus belle. La miso mambe mambe ngo la miso fleya. Tilé ne pouvait plus contenir sa peur. Elle tremblait de tout son corps. La femme lui dit donc: « Je t'avais pourtant dit de rester calme et de reprendre tout simplement le refrain. Je connais mon mari. Tant que tu répondras sans peur, il ne te fera rien. Vas-y, reprends. » Tilé ne tenait plus en place, mais reprit quand même avec la voix tremblante: « La miso mambe mambe ngo la miso fleya. » Le grand homme génie dit à sa femme: « Une odeur familière. C'est ton odeur, ma femme. Mais une autre odeur qui m'est étrangère. Une odeur humaine. » Il chanta une dernière fois, et la petite Tilé, qui avait couru pour se cacher derrière un tas de bois, reprit le refrain en larmes. Livre disponible sur la plateforme? Livre disponible sur la plateforme. Donc Tilé, c'est une enfant qui se retrouve orpheline par la force des choses. Elle est recueillie comme servante et elle doit participer à une fête de village et elle veut se faire une très belle tresse. Et malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est à découvrir effectivement sur la plateforme. Quelques petites infos pour finir. Quelques petites infos donc sur les sorties de la semaine et des semaines qui vont à venir. Du 15 au 18 juin, il y a Fête à l'Ivan-Babois à Petit Canal, sur l'espace de Duval Petit Canal, où Une Voix, une Histoire sera présente et d'autres maisons d'édition. Hein, il n'y aura pas que moi. Donc on pourra proposer des lectures immersives, il y aura des contes en créole, des dictées. L'occasion donc pour tout un chacun de venir à cet événement autour du livre. Le 23 juin, il y aura la présentation de l'ouvrage de Jacques Bangou au Café de l'Arawak. Donc une double présentation puisqu'il y aura un aspect politique et un aspect littéraire qui sera mené par moi-même. Et le 29 juin, nous serons de nouveau à l'Arawak pour la présentation de l'ouvrage de Sébastien Matoura-Parsad, Le Chant des fromagers. C'est un livre d'ailleurs qui a été offert à la chefferie puisqu'il faisait le lien avec l'esclavage et cette fameuse déportation du continent d'Afrique vers chez nous. Merci Manick. Le deuxième nom, c'est quoi? Afoué. Afoué. Voilà. Merci. Alors, je l'ai dit, on a quelques tickets à faire gagner très rapidement. Il y en a pas mal, il y a 6 tickets. Si vous faites le numéro 96 10 10, vous allez voir la présentation tout à l'heure grâce à Jordan. Voilà, c'est fait. Alors, c'est ce soir, donc, Luminescence, à partir de 23h30. Il y a un DJ, etc. C'est Bizouk. Et vous avez donc les tickets. Alors, dépêchez-vous. 96 10 10, premier qui veut gagner Cameroun, jeudi. Le parrain de la manifestation, c'est M. Sadik. Samedi 10 juin, c'est ce soir. Et c'est à la Casa. Donc, profitez. C'est Anjoana qui se charge de vous remettre les tickets que vous allez gagner. Là, c'est gratuit, c'est offert. Bien. Alors, on retourne à l'actu rapidement avec Iman. Il est 13h53, un dernier point. On a le temps? Oui, on a le temps. On va en savoir un peu plus sur les perspectives du plan logement outre-mer.
Olivier Félix, c'était en reportage. On s'est tout dit. Il n'y a pas assez de dialogue, pas assez de communication. Il faut voir les maires et faire différemment qu'il y a quelques années. On va voir le maire, on lui dit, voilà, monsieur le maire, on vient vous voir, on est opérateur, on est le bras armé pour pouvoir construire pour vous. Dites-nous ce que vous souhaitez pour votre territoire et où vous voulez l'implanter. Et nous, on est là pour pouvoir vous accompagner. Et non pas faire l'inverse. Allez voir un maire et lui dire, voilà, nous, on va vous proposer des logements dans la Pampa, dans les 1, où il n'y a pas de service à côté, de prestations d'infrastructures. Non. On a fait ça dans le passé. On connaît maintenant les conséquences, qui sont plutôt graves. Maintenant, il faut se concerter en fonction des besoins du territoire, de chaque collectivité, et voir avec donc les maires en question, qui sont de proximité de la population, et leur dire, voilà, nous, on souhaite vous accompagner. Comment voulez-vous qu'on vous accompagne? L'État vous dit oui, mais vous ne construisez pas alors qu'il y a de l'argent, alors qu'on vous accompagne. Il y a 10 000 logements en attente. Vous ne les faites pas, vous ne les construisez pas, vous ne faites pas d'efforts alors qu'il y a l'argent. C'est vrai que l'État fait l'effort sur le plan financier, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce qu'il ne suffit pas de vouloir pour réussir et pour dire aux gens allez habiter à tel endroit. Si vous ne réglez pas le problème de la mobilité, les gens n'iront pas habiter là où ils prennent 2 heures de temps pour sortir de chez eux pour aller travailler. Donc il faut régler le problème de la mobilité, il faut régler le problème de l'assainissement, il faut régler le problème de l'eau potable. Comment vous allez dire aux gens, allez habiter là où ils n'ont pas d'eau potable, là où les matières fécales remontent, là où il n'y a pas d'école à proximité pour recevoir leurs enfants, il n'y a pas de loisirs, etc. Et là, le problème, il est là, et c'est la position de l'association des maires. Ce n'est pas le problème de l'habitat et du logement social, c'est le problème de l'aménagement du territoire et comment habiter le pays et où habiter le pays, comment le faire. Et le problème de la qualité de l'habitat aussi. Si c'est pour mettre les gens, comme on dit chez nous, dans des cages à poules ou dans des garennes à lapins, comme on dit chez nous, les gens n'ont pas envie d'y aller non plus, la qualité du logement. Et puis, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, que moi, je n'appelle pas le parcours résidentiel, mais le parcours de vie. Les gens, quand ils entrent dans un logement, ils ont envie de savoir qu'au bout de 20 ans, ils seront propriétaires. Quand ils paient les loyers pendant 20 ans, et ils se disent, mais c'est de l'argent perdu. Mais si, au bout de cela, il n'y a pas une possibilité de devenir propriétaire, les logements ne sont pas entretenus, donc ça a un coût, bien sûr, pour la collectivité, ça a un coût pour le bailleur social, et puis pour la qualité de vie qui est dégradée. Donc c'est tout ça que le gouvernement doit entendre et comprendre que dans le plan logement, il faut intégrer, et non pas seulement des financements pour construire des logements. Voilà, dans 4 minutes, il va être 14 heures. Je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu Jean-François Mouda, conservateur régional de l'archéologie, parce que c'est la semaine de l'archéologie avec des manifestations ici, à Trois-Rivières, à Baïf, mais aussi à Saint-Martin. On a reçu Marilène Ferdier, Laurent Zari, qui est venu présenter cet ouvrage. Oui, on a 10 ans de promotion de l'art contemporain en Guadeloupe. C'est un ouvrage magnifique et ils font un travail intéressant au lycée Jérôme-Vilréas. Sabrina Mathieu, Noémie Clotilde et Jacqueline Favori nous sont venus parler de la Chaume. Vous avez vu tout à l'heure le reportage sur l'habitat, mais aussi sur l'écodome qui est enfin arrivé en Guadeloupe et permettre aux personnes dans leurs appartements, je ne dis pas seulement les femmes, mais tout le monde, de faire des économies d'énergie, y compris dans les assiettes, semble-t-il. Et puis avec Manique, on est allé faire un petit tour en Côte d'Ivoire et elle a fait la liaison avec la Guadeloupe et avec le livre audio, puisqu'elle a présenté un ouvrage de Tillet, c'est bien ça, Tillet, La Belle Orpheline, qui est disponible sur la plateforme. Et tout ça, eh bien, on va faire un dernier rappel de l'actualité avec Iman avant de se quitter. C'est parti. Oui, au niveau des titres, nous nous sommes rendus à l'Afterwork, les experts au féminin, où on parlait d'entrepreneuriat, de comment partir de zéro et construire son entreprise. Nous avons fait le rappel des mesures en lien avec la saison cyclonique, ainsi que de la rénovation sur Petit-Bourg de la place centrale. Nous sommes allés ensuite parler logement avec le séminaire qui a eu lieu hier en lien avec le logement en Outre-mer. Et voilà pour les titres de ce vendredi. Alors, je rappelle qu'il reste encore 2 tickets, je crois,
pour la soirée de demain soir du 10 à la Casa, Porte-Monève. Le numéro s'affiche, 96 10 10, et Njoana et Jordan sont là, et vous feront un plaisir de vous remettre les invitations. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série de ZCL, du lundi au vendredi. On salue Manik, qui est devenue une princesse. Mais oui. Et elle sera bientôt au Bénin, on va encore la sanctifier et l'honorer. Bienvenue à bord. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye, bon week-end.